Magazine. Ça sent mauvais au sein du parti cher à Jean-Pierre Bemba, le MLC, depuis la nomination des 3 cadres de ce parti dans le gouvernement de cohésion nationale. Jean-Pierre Bemba aurait-il mis fin au suspense qui entourait la radiation de Thomas Louaka, de Germain Kambinga et des Gwaké Omer? Ces derniers sont-ils vraiment radiés du parti? Eh bien, on va le savoir avec un invité sur ce plateau, Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC. Il est secrétaire national chargé de l'idéologie et la formation du parti. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre question, à notre invitation, j'allais dire, et de faire le point sur cette crise au sein du MLC. Alors, dites-moi, est-ce que le parti se porte bien, le MLC, de Jean-Pierre Bemba? Oui, en dépit de quelques turbulences qu'on a pu observer, je pense que les choses se remettent en marche. La machine se remet en marche et les choses vont aller bon train. Donc, pour l'instant, je peux vous dire que nous sommes en pleine reconstruction et que ça va aller très bien sous peu. Mais qui dirige le parti finalement? C'est Jean-Pierre Bemba ou c'est Thomas Louaka ou Fidel Babala? Non, actuellement, nous avons un président national et nous avons un secrétaire général qui est la personne de Mme Ève Azaïba, qui est la sénatrice Mme Ève. Donc le parti est géré selon les dispositions statutaires claires. Le président du parti a les prérogatives de nommer un nouveau secrétaire général. Il l'a fait. Donc actuellement, le secrétaire général gère les affaires courantes, donc Mme Ève Azaïba. Le président national est là, il est en fonction, et monsieur l'honorable Babala est secrétaire général adjoint. Donc les choses sont aussi structurées que vous pouvez l'entendre. Gustave Kalenga, que j'ai reçu ici sur ce plateau, a dit que Jean-Pierre Bemba était astreint des activités du parti. Que dites-vous à ça? Vous savez, lorsque vous avancez des choses, il faut avoir des documents. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, le président national n'est pas empêché. Pour preuve, il continue à participer au débat politique au travers, par rapport à ses fonctions. Et à prendre des décisions. Et à prendre des décisions. Il a une ligne téléphonique, prend des décisions, communiquer et des décisions concertées. Hein. Ce ne sont pas des décisions unilatérales. Donc, cette polémique a été soulevée à l'époque du président, enfin du secrétaire général François Mwamba. Et c'est un débat qui continue, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun document qui atteste l'incapacité ou l'empêchement du président national à exercer ses fonctions. Donc jusque-là, il n'y a pas. Mais Jean-Jacques, lorsque les troupes du MLC étaient en Centrafrique, oui. Jean-Pierre Bemba est accusé d'avoir dirigé des troupes qui étaient sous la direction du président à l'époque. Okay. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est à la haie. Oui. Comment peut-il, à partir de sa cellule, diriger les activités du parti? Je ne vous ai pas dit qu'il dirigeait les activités du parti. Je dis qu'il a des prérogatives en tant que président national. Il est assisté par un secrétariat général, donc un secrétaire général et des adjoints, qui émettent des avis. Et il a un avis à émettre. Il a une voix au sein du MLC. Il n'y a pas de parallélisme entre la situation de la gestion d'un parti politique et le commandement des troupes à une distance quelconque, parce que là, il faut une certaine technicité. Et je pense que, pour ceux qui ont suivi le procès, le président était incapable, ne connaissant même pas bien la Centrafrique, de donner des ordres de commandement sur terrain à des troupes qui se trouvent à 2000 km de distance. Donc ce qui se passe ici, nous parlons d'un parti politique, il est président national, il est au fait de ce qui se passe au parti. En tant que membre du collège de fondateurs et président national en fonction, il a un avis à émettre et il a émis cet avis. Quel est son avis? Quelle est sa position par rapport Mais écoutez, nous avons reçu 2 courriers qui ont été ratifiés par le greffe de la Cour pénale internationale. Donc ce sont des courriers authentifiés. Nous avons reçu 2 courriers, l'un dans lequel nous avons la nomination du nouveau secrétaire général en la personne de Mme Ève Azaïba, la sénatrice, et un autre courrier dans lequel il s'adresse à M. Thomas pour exprimer son regret quant au fait qu'il s'est dédouané de respecter les règles élémentaires qui régissent notre parti, notamment à travers de ses statuts. Mais la plupart des membres du collège de fondateurs émettent des doutes sur l'authenticité. Mais écoutez, ceux qui émettent des doutes devront prouver. Nous, on n'a pas de souci à ce niveau-là parce que les documents sont présents. Il appartient à celui qui accuse d'apporter les éléments de ces allégations, mais on va faire quelques observations par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il faut que les gens comprennent exactement comment ça fonctionne. Donc vous avez la première observation. Je vais parler de la forme et puis nous allons parler du fond. Oui. Parlons de la forme. La première observation, c'est que on désigne, lorsqu'un parti accepte ou veut désigner des membres pour participer à un gouvernement, la décision se prend au niveau du bureau politique.
Jusqu'à la dernière, parce que je fais partie du bureau politique, jusqu'à la dernière réunion du bureau politique, Madame Eve Bazaïba, qui est aujourd'hui secrétaire générale, le sénateur Njoli, le sénateur Ramazani, ont posé la question explicite au secrétaire général, l'ancien, actuellement excellence vice-premier ministre, de savoir si nous avions été approchés par la majorité pour une offre quelconque par rapport au gouvernement. La réponse était catégorique. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la veille, l'ancien secrétaire général, aujourd'hui Excellence, n'a pas pris le soin de contacter le secrétariat général ou de ramener la question en partie pour qu'elle soit discutée. Donc ça, c'est au niveau de la forme, c'est tout à fait inadmissible que quelqu'un se présente au gouvernement négociant au nom du parti, alors qu'en réalité, il n'a même pas contacté les personnes au nom desquelles il négociait. Donc ça, c'est un problème de forme. Après, il y a eu la convocation du Collège des fondateurs. Si nous avions du temps, j'allais vous montrer une vidéo dans laquelle M. Thomas Louaka, à l'époque interviewé par les amis de Wechi, c'est-à-dire M. Cyprien Wechi, qui expliquait, il expliquait bien dans cette vidéo qu'il avait reçu mandat pour convoquer, les statuts le disent, pour convoquer le Collège des fondateurs. Il faut recevoir un mandat du président national. Il n'a pas reçu ce mandat-là et il l'a convoqué. Toujours au niveau de la forme, il y a ce que moi je vais appeler ici la qualité des signatures. Vous savez, lorsqu'un cofondateur signe, il faut que ça soit basé sur deux éléments, c'est-à-dire la légalité et l'intérêt général. Lorsque nous parlons de la légalité, c'est-à-dire qu'un cofondateur ne va pas signer contre ses propres statuts. Les statuts représentent ce que nous appelons constitution pour un pays. Si les statuts vous disent que vous ne pouvez pas aller au gouvernement sans l'aval du parti... Les statuts du parti. Oui, vous ne pouvez pas, même si vous êtes à 10 000 cofondateurs, signer pour avaliser une disposition statutaire, contre une disposition statutaire pour laquelle vous avez souscrit lorsque vous êtes entré. Donc, au niveau de la forme, cette signature-là n'a pas de qualité. Et puis, il y a un troisième élément par rapport à cette qualité. Lorsque vous voyez la liste des co-signataires, vous avez le secrétaire général lui-même qui est, son excellence, le vice-ministre des PTT. Vous ne pouvez pas signer pour vous soutenir. Vous avez tous les ministres qui ont signé. Non, mais il fait partie. Non, il faut faire très attention. Dans la pratique, vous ne pouvez pas être jugé parti. Vous ne pouvez pas, alors que vous êtes l'objet d'une certaine forme de division, que vous soulevez ou vous posez un acte qui met à mal votre collège, qui met à mal le bureau politique, vous ne pouvez pas en ce moment-là user de votre pouvoir pour vous faire justice. Même si il retirait sa signature, ce sera toujours la majorité. Ce n'est pas la majorité parce qu'il n'y a pas que sa signature, il y a tous les ministres qui ont signé, il y a son directeur de cabinet qui a signé, son ancien directeur de cabinet qui a signé, ils ne resteront qu'à 6. Et quant à savoir, maintenant, lorsqu'il y a le roi, parce que le secrétaire général a reçu mandat de convoquer le collège de fondateurs, on verra bien en ce moment-là quelle est la situation. Mais si je dois continuer avec vous pour vous expliquer pour chacun des cas, vous allez remarquer que c'est très léger. C'est-à-dire que une signature du collège de fondateurs doit respecter deux aspects, la légalité et l'intérêt général. Et d'ailleurs, est-ce qu'une réunion du collège de fondateurs peut se faire en dehors du parti ? Ce sont eux qui ont fondé le parti. Comment pouvez-vous expliquer qu'ils vont prendre des décisions, les lire en dehors du parti? Nous n'avons pas vu. Privée. Mais voilà. Donc ce que je dis, c'est que quelque chose qui est de notoriété publique, leur parti vous appartient, vous êtes des cofondateurs du parti, vous avez pris une décision où vous appuyez des gens, mais venez au parti, expliquez cette décision et signez devant tout le monde. Ça ne se fait pas dans des lieux privés. C'est peut-être pour, éviter des rivalités, vu la tension. Mais non, ça c'est au niveau de la forme. Maintenant, on peut aller plus loin. Moi, je suis du MLC, je suis de Delvaux, je n'ai rencontré personne qui est pour que le MLC aille au gouvernement. Nous avons une loi portant statut de l'opposition qui dit en son article 4 que toute personne ou tout groupement, tout parti politique qui va dans un gouvernement de la majorité renonce à sa qualité d'opposant. Le travail est tellement grand que nous avons besoin, nous MLC, avec l'UNC, avec l'UDPS, nous avons besoin de rester dans l'opposition et nous restons opposants. D'accord. Alors je vous pose une autre question. Pourquoi le MLC a-t-il participé alors aux concertations nationales? Est-ce que vous savez que participer aux concertations nationales, je crois que je l'ai dit lors d'une émission, c'est-à-dire que tous les forums qui parlent des générations futures, là où le Congo est mis en cause, là où les gens doivent parler du Congo, de l'avenir, de l'économie, du social, le MLC vient apporter une contribution. Mais il y avait une circulaire et qui émanait du bureau politique qui disait bien, oui, nous y allons, nous allons apporter notre pierre à l'édifice, mais il n'est nullement question que nous participions à quelconque gouvernement. Ça a été validé par le bureau politique et le président national a apposé sa signature. Donc la feuille de route était très bien claire. Oui, nous allons participer. Oui, c'est notre pays, nous devons apporter mais la contribution, il y a beaucoup de débats qui ont été faits. Et notre participation a fait élever le débat. Nous avons quelques avancées. Bon, elles sont assez minimes, mais je crois que notre participation était de taille. Bah alors, l'arrestation de Jean-Pierre Bemba tire racine sur deux aspects. Aspect politique, aspect juridique. Du côté juridique, on dit qu'il y a
vraiment pas de quoi à garder Jean-Pierre Bemba à la haie, mais du côté politique, il y a des problèmes. Voilà pourquoi il fallait suivre ce processus, suivre ce dossier de près avec la participation des cadres du MLC au sein du gouvernement de cohésion nationale. Je ne pense pas que lorsqu'on est au PTT ou qu'on est à l'urbanisme ou qu'on est à l'industrie, on va suivre un cas. Et puis, il n'y a aucune influence sur le procès. Il est vice-premier Attendez, ministre. soyons sérieux. N'allez pas ici alléguer qu'il y a des pressions qui sont faites sur la Cour pénale internationale. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui fait des pressions. Pour preuve, l'honorable Babal est revenu contre l'avis du gouvernement. Donc, ne pensez pas que même si le MLC se retrouve au gouvernement, il peut faire pression sur la CPI pour qu'on libère M. Jean-Pierre Bemba, notre président national. Il sera libéré par le fait et la force de la vérité. Et je pense que sa défense a fait l'essentiel et nous espérons une bonne suite d'ici le début de l'année prochaine. Donc ça, c'est un autre débat. Revenons ici. Je vous ai parlé de la forme et je peux vous parler du fond. Nous avons un article, l'article 24, qui dit très bien que c'est constitué en faute lourde et auto-exclusion toute personne qui va participer au gouvernement sans l'aval du parti. Le secrétaire général n'a pas reçu l'aval du parti. Le secrétaire général n'a pas reçu mandat de convoquer le collège des fondateurs. Et ceux qui ont signé en tant que collège de fondateurs ou membres du collège de fondateurs n'ont pas une signature qui est de la qualité et ne peuvent pas signer contre leur propre statut. Vous ne pouvez pas signer sur des choses qui, finalement, pour lesquelles vous étiez tous d'accord, vous dites nous signons contre. Au préalable, il fallait amender les statuts et jusqu'à preuve du contraire, les statuts n'ont pas été amendés. Donc, ce sont des signatures qui ont très peu de qualité, surtout qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes qui sont elles-mêmes impliquées et qui s'auto-défendent. Dans la pratique, on ne peut pas être jugé parti. Donc voilà. Et puis, il y a 23 membres du collège fondateur et pas 16. Donc si on est là toutes les 6, il ne reste que 4 à 5, 6 personnes. Donc je pense que c'est tout à fait discutable. Gustave Kalenga a dit sur ce plateau, vous vous êtes battu, même au sein du MLC, vous êtes battu à cause de ces postes. Et que le problème aujourd'hui, c'est la jalousie. Je ne sais pas de quoi M. Gustave Kalenga parle. Moi, je vous parle des réunions qui ont été officielles. Okay, les réunions pendant lesquelles nous avons soulevé tous les points. Et je vous dis, je prends en témoin le sénateur Ramazani, je prends en témoin notre secrétaire général actuel. Ces questions ont été posées au secrétaire général. Il les a refutées en bloc. Et donc, cette question-là n'a jamais fait l'objet d'aucun débat. Vous avez bien vu que toutes les personnes qui ont été nominées ou reconduites à leur fonction ont fêté au sein de leur parti. Comment ça se fait que nos 3 ministres ne sont pas venus fêter au parti? Expliquez-moi. Donc, personne n'est venu au parti. Le collège de fondateurs se réunit ailleurs. Vous avez un parti politique, nous avons le siège sur l'avenue du Port, nous avons l'interfédéral. Ben, si vraiment le parti était d'accord et que le président national avait donné son aval, venez, nous allons fêter ensemble. Ils ne viendront pas. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Vous avez bien suivi lors de la passation, M. Thomas Louaka, son Excellence, le vice-premier ministre, lorsqu'il parlait, il faisait l'échange, la remise et reprise avec M. Kinké, il a parlé de 3 choses. Et la dernière des choses, c'était remercier le chef de l'État. Il n'a nullement cité le MLC, alors que c'est au nom du MLC qu'il a négocié pour être vice-premier ministre. Donc ce que moi j'aimerais dire, c'est ceci. C'est que nous gardons un climat de fraternité. Si M. Thomas Louaka, son Excellence, a choisi d'accompagner le chef de l'État, et il a si bien dit à M. Kinké qu'il est fier du fait que les PTT sont arrivés, c'est le 2e poste qui pourvoit au gouvernement. Si aujourd'hui, M. Thomas Louaka, son Excellence le vice-premier ministre, a choisi d'accompagner M. Kabila dans la reconstruction ou dans la révolution de la modernité, qu'on nous laisse à nous la possibilité de critiquer parce que nous sommes des opposants. Je sais que c'est une personne intelligente, elle va apporter sa pierre à l'édifice, qu'elle nous laisse faire notre travail parce que l'opposition fait un travail qui est constitutionnellement accepté et admis et consacré par une loi qui est présidentielle, donc que chacun fasse son boulot. Voilà. Mais en quoi ça dérange aujourd'hui que Thomas Louaka, Germain Kambinga et Omer soient aujourd'hui au sein du gouvernement? Ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent le régime Kabila. Non, mais ce que je dis, la trahison, en fait, ce que je vous explique, c'est quoi? Moi, je vais évaluer, je vais apporter peut-être un jugement sur l'exercice de la fonction. Je suis en train de vous dire ici que M. Thomas Louaka, avec lequel j'ai des très bonnes relations, est une personne intelligente. Donc je pense qu'il va faire ses marques au sein de ce ministère. M. Germain Kambing est une personne qui a beaucoup de valeur aussi. Je pense qu'il va nous apporter des industries, il va créer de l'emploi. Et M. Egwake, qui a l'urbanisme, pourra aussi arranger les problèmes qu'il y a là. Donc ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de principe. Les personnes qui font librement le choix d'adhérer au gouvernement de la majorité, parce que sur 47 ministres, vous n'avez que 7 ministres de l'opposition, donc ce n'est pas un gouvernement de cohésion nationale, mais c'est un gouvernement d'ouverture, ok? Si les gens de l'opposition, les personnalités de l'opposition ont choisi d'accompagner M. Kabila... C'est là que ça dérange le MLC? Non, c'est-à-dire que au niveau de la forme, déjà au niveau de la nomenclature, la sémantique, je n'appellerai pas ça un gouvernement de cohésion nationale. J'appellerai ça un gouvernement
de l'ouverture. Et je pense que ceux des nôtres, nos anciens collègues qui sont partis dans son gouvernement, ont fait le choix d'accompagner le président de la République dans son combat, dans son programme, et nous espérons pour eux qu'ils vont faire un bon travail. Donc là n'est pas la question. Mais pour nous qui n'avons pas fait ce choix, pour nous qui avons choisi de rester dans l'opposition, que notre choix soit respecté et que nous laissions les choses aller telles qu'elles se présentent actuellement, c'est-à-dire avec un nouveau secrétariat général, avec un MLC qui n'est pas au gouvernement, et j'espère que les autorités du parti pourront écrire aux diverses instances pour que cette situation soit clarifiée. Nous ne sommes pas au gouvernement, nous sommes dans l'opposition et une opposition républicaine et constructive. Alors, si je comprends bien, ce suspense est fini. Thomas Louaka, Germain Omer ne font plus partie du MLC. Mais non seulement il est fini, vous allez aussi voir aujourd'hui dans la presse, le collège de fondateurs a récidivé, remettant en cause l'authenticité du document du président. C'est eux qui remettent en cause, ils n'ont qu'à prouver que c'est un document qui n'est pas authentique. Nous, au moins... À vous aussi de prouver que c'est un document Non, nous n'avons rien à prouver parce que nous avons fait toutes nos déclarations au siège et nous avons exhibé les documents. S'ils ont un document contraire qui émanerait de la haie, avec le cachet du greffe, ils n'ont qu'à exhiber ce document. Ça, c'est ce que moi j'appelle de la spéculation. Ce qui est clair et net... Ils ont évoqué l'incapacité du Non, ce qui est clair et net se fait au parti. Cette incapacité avait été soulevée à un certain moment à l'époque de notre grand frère, le valeureux François Mwamba. Et c'est M. Thomas Louaka, qui est un très grand juriste, j'ai suivi encore cette vidéo ce matin, qui nous expliquait, et je crois que j'ai eu même une discussion avec lui, nous expliquer que ce n'était pas possible et que M. François Mwamba est dans le mauvais, il n'était pas sur la bonne route. Donc aujourd'hui, je serais très étonné qu'il change de raisonnement, et je sais très bien, et je fais très confiance en son intelligence, je pense qu'il a bien compris la situation. Ce que je lui demanderai, moi, en tant qu'aîné et en tant qu'aujourd'hui vice-premier ministre, c'est de faire ses preuves, et il en a les capacités. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, le MLC est divisé. Deux ailes. Elle, Thomas Louaka, et l'autre aile, Le MLC reste un et indivis. Il y a simplement des personnalités qui ont choisi de suivre M. Kabila, de l'accompagner dans la révolution de la modernité. Nous les félicitons. Ils ne l'ont jamais dit. Mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont posé un acte, ils sont allés au gouvernement sans l'aval du parti. Ça n'a pas été discuté au parti, je ne pense pas vous pouvez quitter votre parti politique, vous retrouver dans un gouvernement sans que votre parti vous ait mandaté. Il faut que ça soit discuté au niveau du parti, ça n'a jamais été discuté, donc c'est un choix libre. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de discuter cette affaire-là, ce problème au niveau du parti aujourd'hui. Je ne pense pas, les décisions sont déjà prises, il y a auto-exclusion, les personnes sont en train d'exercer leurs fonctions, et moi j'attends beaucoup. Vous savez, nous, notre travail, lorsque nous passons sur des chaînes, c'est de critiquer l'action gouvernementale. Nous attendons beaucoup d'eux, autant nous attendons de Germain, autant nous attendons de son Excellence M. Thomas, autant nous attendons des Gouaké et de n'importe quel ministre qui va exercer, parce qu'ils vont gérer les deniers publics, ce sont des affaires publiques. Le seul contrat qui nous lie, c'est celui-là maintenant, c'est-à-dire que ce sont des personnalités du gouvernement, nous sommes de l'opposition, nous allons contrôler leur travail, point barre. Et les autres qui soutiennent les autres membres du collège de fondateurs? Je vous ai dit qu'une signature du collège de fondateurs ou n'importe quelle signature a deux fondements, la légalité et l'intérêt général. Tous sont également exclus du parti. Attendez, il n'y a pas d'exclusion. Lorsque vous vous battez pour un intérêt particulier, lorsque vous voulez défendre une position par rapport à des liens que vous avez avec quelqu'un, ça n'engage pas tout le monde. Vous pouvez aller dans n'importe quelle base à Massina et partout, vous allez à Baroumou, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vous dira qu'on veut aller au gouvernement. Pour preuve, je vous dis que tous les ministres ont fêté leur nomination au parti, mais les nôtres n'en sont pas venus. Parce que le MLC se veut de l'opposition, nous croyons que le président national sortira, nous croyons au projet d'alternance et nous disons, il reste 2 ans à la majorité, nous allons continuer notre travail, nous allons convaincre la population de ne plus jamais redonner sa confiance à la majorité, et ça c'est notre travail. De l'autre côté, il y a également la coordination des bimbistes, dont le président national qui est passé sur nos antennes, qui soutient également l'aile Thomas Louaka. Il n'y a pas d'aile. Il faut que nous arrêtions la confusion. Il y a des dispositions statutaires. Je ne pense que ce n'est pas la première fois que le MLC est ce genre de situation. Les gens peuvent partir librement. L'adhésion est libre. La sortie est libre. Il n'y a pas d'aile. Il y a simplement des personnes qui se sont dit, bon, écoutez, je suis fatigué de l'opposition pour l'une ou l'autre raison, généralement des raisons économico-sociales. Je quitte l'opposition. Je vais suivre son Excellence, M. Thomas Louaka. Mais comme je le dis, c'est un choix personnel et ce choix n'engage pas le parti. Ce choix n'engage pas tous les militants qui aujourd'hui, depuis 17 ans, sont en train d'attendre des jours meilleurs. Il ne faut pas qu'une poignée de 30 ou 40 personnes qui ont des intérêts personnels par rapport à des promesses qui leur ont été faites prennent en otage 10 millions de personnes de la ville de Kinshasa, les gens qui sont en Bokor, nous sommes à 70 millions d'habitants, dont 90% sont en train de souffrir. Donc il ne faut pas qu'une poignée des gens, parce qu'en ce moment-là, ils auront des intérêts directs, se disent, bon voilà, non, c'est insoutenable, c'est inadmissible, et nous disons, pas de confusion, il n'y a pas d'aile, il y a le MLC, il y a des anciens du MLC qui ont aussi fait leurs preuves au MLC, qui aujourd'hui veulent mettre leur talent à la disposition du président de la République.
mettre leur talent à disposition de l'équipe gouvernementale, eh bien, ce sont l'excellence Thomas Louaka, Germain Kambinga et qui sont partis, et nous leur souhaitons bonne chance. Finalement, le MLC se vide de ses têtes pensantes. Hein. Le MLC se régénère. Je ne pense pas qu'il se vide, hein, sinon je ne serais pas ici. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont... J'ai laissé beaucoup de gens au siège qui arrivent, qui veulent faire partie du MLC. Je crois que nous avons un projet viable et nous avons la constance. Et je crois que ça payera tôt ou tard. Ce pays a besoin de cela et ce pays a besoin d'une opposition républicaine et responsable. Un dernier mot à des milliers des militants du MLC qui vous suivent en ce moment le mot, il est, et qui ne savent pas se situer. Non, je crois que nous avons assez dit pour que tout le monde se situe. Le mot, il est simple. La politique, c'est quelque chose de très compliqué. Et la fraternité, c'est autre chose. Ça veut dire que nous pouvons avoir des très bonnes relations avec le secrétaire général, l'ancien, avec M. Germain Kambing ou avec M. Ebouaké, mais nous privilégions le parti parce que le parti défend l'intérêt national. Et actuellement, la situation ne nous permet pas, nous, MLC, de se mettre à partager un bilan qui est très catastrophique. Ça veut dire un bilan qui est presque nul. Je veux dire, la situation ne nous permet pas de nous associer à ce bilan-là, raison pour laquelle nous réservons nos énergies, nous restons dans l'opposition pour continuer à critiquer et faire notre travail pour faire avancer ce pays. Donc, le MLC est un et indivis, le MLC n'est pas au gouvernement, le MLC est dans l'opposition, mais tout de même, nous félicitons ceux qui y sont et nous espérons d'eux de faire le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire les desiderata de la population. Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC, vous occupez les fonctions de secrétaire général, secrétaire national, chargé de l'idéologie et de la formation. Merci d'avoir répondu à quelques-unes des questions, même si elles ne sont pas toutes épuisées. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.